Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Elisphère sur le sujet de la conformité et plus précisément pourquoi industrialiser et digitaliser vos processus de due diligence. Pour ce webinaire, je suis accompagné par Pascal Goupillot, donc, qui est le directeur de la business line conformité chez Elisphère, et de Romuald Dudek, ingénieur avant-vente, conformité également chez Elisphère. Bonjour. Voilà, nous allons donc aborder différents sujets. Tout d'abord, les enjeux de la conformité aujourd'hui et pourquoi est-il important d'évaluer ces tiers dans l'ensemble du processus de la connaissance de ces tiers dans l'entreprise. Nous aurons donc deux parties. Une première partie avec vous, Pascal, pour parler justement des enjeux de la conformité aujourd'hui et des raisons pour lesquelles l'évaluation est importante. Et une seconde partie avec Romuald Dudek pour parler solutions, en tous les cas, comment répondre concrètement à ce besoin d'évaluation des tiers. Lors de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions directement sur le chat. Nous répondrons en dernière partie de webinaire. Et puis, le cas échéant, si certaines questions, s'il y a trop de questions, on répondra après par la suite à ces questions. Ne vous inquiétez pas, toutes les questions auront une réponse. Par ailleurs, au cours des présentations, des interventions, nous aurons un petit sondage, 2 questions qui vous seront posées et auxquelles je vous invite à répondre. Nous commençons tout de suite avec Pascal Goupillot, donc pour parler des enjeux de la conformité. Et je vais tout de suite partager le document. Merci Thierry. Donc effectivement, notre thème aujourd'hui, c'est pourquoi industrialiser et digitaliser vos processus de due diligence. Et la première partie, on va effectivement voir l'importance de la digitalisation des processus de due diligence. Et on va revenir d'abord à l'essentiel et au point de départ qui est la réglementation. Donc sur la réglementation, c'est quand même ce qui nous drive tous quand on fait de la conformité. Ici, vous êtes avec l'équipe de la business line conformité au sein d'Elisphère, avec Romuald qui est ingénieur avant-vente. On est une dizaine de personnes chargées de la conformité au sein d'Elisphère. Troisième activité, je dirais, de la société Elisphère. La réglementation, effectivement, c'est la loi Sapin 2. Sapin 2, donc 9 décembre 2016. On le sait, avec Michel Sapin qui a mis cette loi en place, avec l'article 17 qui est plus spécifique pour la lutte contre la corruption et qui nécessite la mise en place, on va le voir, d'un dispositif préventif pour lutter contre la corruption. On a tout ce qui est AML, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui concerne là plus les banques et l'assurance. La lutte contre la corruption, on se rappelle, c'est les entreprises assujetties qui ont plus de 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Devoir de vigilance aussi, c'est une réglementation, quand on parle de conformité par rapport à quoi? Par rapport à la réglementation, par rapport aussi à devoir de vigilance. Alors on en parle beaucoup de devoir de vigilance en ce moment, avec la CS3D, donc au niveau européen. Devoir de vigilance, c'est une loi française qui est née à peu près à la même époque, je crois, que Sapin 2 en 2017, et qui touche des très grandes entreprises, donc les entreprises de plus de 5000 salariés, donc des grands groupes, qui ont l'obligation d'être en conformité là, par rapport aux droits, devoirs humains, la sécurité, la santé et les devoirs environnementaux. Donc on parle énormément actuellement de la CS3D, vous le savez, parce que au niveau européen, après toutes les discussions qu'il y a pu avoir, ils sont en train de revoir le seuil qu'ils avaient souhaité. Ils souhaitaient donc uniformiser et mettre en place le devoir de vigilance au niveau européen. Et finalement, ça va sans doute se faire, mais avec des seuils un peu plus élevés que ce qui s'est souhaité initialement. On était même descendu, je crois, jusqu'à 250 salariés sur certaines activités. Là, on ne parle plus de certaines activités, mais on parle plutôt de 1000 salariés. Donc, ça va, et progressivement, ça va se faire aussi dans le temps. Voilà. Donc, alors, justement, la première question du sondage a été lancée et la question était: êtes-vous assujetti à AML, Sapin 2 et ou devoir de vigilance? Donc, majoritairement, on est sur du Sapin 2, sachant qu'en deuxième position arrive le devoir de vigilance d'ailleurs et après l'AML, en dernier point. Très bien.
Très bien, très intéressant. Effectivement, comme vous allez le voir dans la présentation, on va effectivement beaucoup parler de Sapin 2, mais devoir de vigilance, on le voit aussi dans les appels d'offres qu'on reçoit. On en faisait une analyse encore hier. La moitié des appels d'offres, il y a une demande qui concerne le devoir de vigilance. Effectivement, même si ça concerne que les grandes entreprises, on l'a dit, et je crois qu'elles sont 430 en France exactement, aujourd'hui. Mais ça sera beaucoup plus demain. Alors, passons donc au slide prochain. Voilà. Trop vite, pardon. Il y a une étude que je voudrais tout de suite partager avec vous qui est où en êtes-vous. Donc, on voit que vous êtes assujetti, mais est-ce que vous l'avez mis en place? C'est une étude qui date de fin 2022, mais qui est très intéressante, puisque ce que l'on voit, c'est que l'évaluation de l'intégrité des tiers, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le plus difficile à mettre en place des 8 piliers qui avaient été définis à l'origine. Dans la loi Sapin 2, l'article 17, on parlait de 8 piliers que vous avez ici sur ce slide. Et ce qui est aujourd'hui constaté par l'étude qui a été faite, la CEDAFA, l'Agence française anticorruption, c'est de voir que le pilier de l'évaluation des tiers est le plus compliqué à mettre en place. Et celui qui est juste derrière, c'est assez amusant, c'est la cartographie des risques. Et la cartographie des risques, c'est un préalable à l'évaluation de l'intégrité des tiers. Donc, on voit bien qu'il y a une nécessité, en tout cas d'aide, d'accompagnement, et la digitalisation, on va le voir, va énormément aider pour simplifier ces processus d'évaluation d'intégrité des tiers. Après, l'autre étude intéressante, on voit que c'est souvent la raison d'être, la raison qui pousse en fait à mettre en place ce dispositif anticorruption. Si vous êtes assujetti, c'est souvent une obligation, hein, on vient d'en parler tout à l'heure, mais c'est aussi l'impact des dirigeants, mais également, et je trouve que c'est très intéressant, les valeurs dans l'organisation, c'est-à-dire on a des valeurs, on a une éthique, et on souhaite aussi quelque part le mettre en œuvre, le mettre en mouvement, et c'est être en accord avec les valeurs de son organisation. Donc ça, je trouve que c'est de plus en plus essentiel. Il y a un Chief Compliance Officer qui disait il n'y a pas longtemps, le travail que l'on fait sert à l'employabilité de notre entreprise parce que finalement, ça attire les jeunes talents de savoir qu'on est concret dans la mise en valeur des valeurs de l'organisation avec ce que l'on met en place sur la conformité. Déjà un petit sondage. Alors, la deuxième question, disposez-vous déjà d'une solution d'évaluation des tiers ou avez-vous l'intention de vous équiper? Et donc, à 54%, oui, je dispose déjà d'une solution. Et 30%, non. Très bien. Donc, effectivement, on disait tout à l'heure que la loi Sapin 2 datait de 2017, 9 décembre 2016. Donc, effectivement, ça fait 7 ans. La directrice de l'AFA, effectivement, constatait qu'il y avait quand même pas mal d'entreprises qui étaient déjà équipées, mais il en reste encore. Et je pense que c'est important, effectivement, de bien mettre en place ce dispositif anticorruption aujourd'hui dans les entreprises. L'AFA sera peut-être un peu moins tolérante qu'elle a pu l'être dans le passé, d'après ce que j'ai compris. Très bien. Je vous propose de passer au slide suivant, puisque la question, c'est pourquoi industrialiser et digitaliser les processus de due diligence. C'est déjà pour vous simplifier la vie, parce que les études qui ont été faites par l'AFA ou d'autres, ceux de prestataires, montrent qu'il y a vraiment une difficulté dans le cadre du process qui est lourd et complexe. Donc, on va essayer de vous montrer que la digitalisation apporte beaucoup. Et il y a 3 raisons, en fait, à cela. Hein. Il y a d'abord le nombre de tiers à évaluer qui peut être très important. Hein. C'est quand on a des dizaines de milliers de tiers à évaluer, c'est compliqué, forcément. C'est la diversité et la volumétrie des informations à collecter et à analyser. On a besoin de collecter beaucoup d'informations sur les entreprises. On ne les a pas forcément, donc il faut acheter ces données, il faut avoir des sources de données. Il faut avoir aussi, quand on parle d'adverse média, une capacité de pouvoir faire du screening, du criblage, etc. Donc, comment fait-on? Et puis, il faut impliquer en interne. Bien souvent, c'est l'élément même le plus difficile, c'est l'implication des acteurs internes. Quand on ne décide pas de le faire, tu le sais bien, hein, Romuald, tu travailles avec des grands comptes qui déploient des solutions comme la nôtre et il faut impliquer les collaborateurs, il faut impliquer les patrons de filiales et à des fois, ce n'est pas forcément le métier des acheteurs ou le métier des gens du commerce de faire ces due diligence. Donc, on veut impliquer des gens dans les autres sociétés du groupe et ce n'est pas toujours très simple. Vous le savez sans doute si vous êtes Chief Compliance Officer. Voilà, donc face à ces 3 défis, en fait, la digitalisation, finalement, c'est la solution qui apparaît le plus simple pour opérationnaliser, la digitalisation. Et il y a une étude d'ailleurs récente qui montre qu'un projet sur 2 de digitalisation dans la conformité porte sur l'évaluation des tiers. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien que l'évaluation des tiers, les entreprises comme vous êtes assujettis, vous avez besoin d'aide et d'accompagnement. C'est à la fois la solution, mais aussi sans doute l'accompagnement humain qui est derrière avec cette solution. Je pense que Romuald, tu en parleras.
Très bien. Eh bien, donc, concrètement, on a vu les difficultés. Alors, effectivement, la digitalisation va apporter beaucoup. Déjà sur la réglementation, parce que tout le monde ne maîtrise pas la réglementation, donc la solution, en fait, digitale va permettre de suivre les recommandations de l'AFA, notamment, va pouvoir apporter de la traçabilité, hein, avec une piste d'audit, et ça, c'est très important. Donc, en fait, la solution digitale va vous simplifier la vie sur la mise en conformité par rapport à la réglementation. Tout le monde ne maîtrise pas toutes les recommandations de l'AFA. Et en fait, une solution digitale, ben, l'accompagne et ça nous permet de suivre un processus qui est conforme à ce qui est attendu par la réglementation. Ensuite, la charge. Je pense à ça parce que la charge, c'est souvent ce que nous objectent les clients, c'est la charge que ça va générer sur mes équipes. La charge que ça peut générer sur moi déjà, en tant que Chief Compliance Officer. Donc ça, c'est très important aussi de voir qu'une solution digitale peut vous permettre d'automatiser peut-être certains processus, hein, va vous permettre de choisir aussi les tiers à traiter, et pas traiter tous les tiers, mais suivant le risque. Donc la charge peut être vraiment un point important avec la digitalisation pour abaisser la charge. Ensuite, vous avez les données, donc la capacité de centraliser les données, donc ça c'est très important. Une solution digitale va rassembler toutes les données. Vous avez des prestataires, nous on a Accuracy pour le criblage, vous avez Refinitiv, vous en avez d'autres, LexisNexis, vous avez pas mal de solutions. Il faut une solution de criblage, de screening pour pouvoir avoir l'adverse média, la confrontation par rapport au PEP, la confrontation par rapport aux sanctions. Ça, c'est des données qui vont vous aider si elles sont rassemblées à un seul endroit, puisque pour l'utilisateur, ça va être simple de pouvoir avoir accès à l'ensemble des données. L'efficacité, donc la fluidité, notre solution, il faut le savoir, on va en parler un petit peu, on n'est pas là pour vous faire la vente de notre solution, mais notre solution, elle répond à une demande de la facilité par rapport au workflow, par rapport au processus, et finalement, on a mis en place ce qu'il faut pour faciliter la due diligence et apporter de la fluidité et de l'efficacité dans la due diligence. L'adaptabilité aussi. L'adaptabilité. Le coût, donc c'est le coût humain, on en a parlé, c'est le coût de la solution. En général, on parle de coût global. Et voilà, donc la solution digitale, ça va vous permettre d'avoir le coût le plus faible possible par rapport, parce que ça va simplifier, ça va automatiser, voilà, de la charge. Et puis, en fait, des solutions comme la nôtre, on va aussi s'adapter par rapport aux clients. Donc, vous avez des solutions, en général, comme la nôtre, qui proposent des prix différents en fonction des offres différentes, en fonction des entreprises. Les grands groupes ont une offre différente que les petites entreprises, et ça, c'est normal. Ensuite, ce qui est important, c'est de se caler par rapport à l'organisation. Les solutions comme la nôtre se déploient sur toute une organisation. On a un grand compte, par exemple, qui le déploie sur ses filiales à l'étranger actuellement. Donc, on va chercher à adapter notre solution à l'organisation. Le client va pouvoir aussi, à travers un mode admin, pouvoir créer ses business units, son organisation, ses filiales. On va pouvoir créer un score personnalisé en fait de risque avec des données internes de l'entreprise. Tout ça, c'est possible. Vous voyez à quel point une solution digitale peut vraiment beaucoup aider. Et enfin, l'accompagnement, le chunk, la transformation, c'est très important. Je voulais terminer là-dessus, mais je crois que c'est très important également, Romuald, qu'on accompagne les clients. Les clients, ils souhaitent une prestation, mais ils souhaitent aussi un accompagnement. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on interroge nos clients, ce qu'ils nous disent en premier, c'est la qualité de l'accompagnement. C'est ce qui ressort. En fait, le change reprend un peu tous les points, puisque c'est là où on va pouvoir identifier avec le client ses besoins, et notamment par rapport à son organisation, et comment la rendre plus efficace. Donc vraiment, le change reprend finalement tous les différents points, où on va accompagner sur la bonne compréhension de la réglementation, sur la bonne compréhension et la mise en application par rapport à l'organisation, et donc, par rapport à ça, on va pouvoir mettre en exergue l'efficacité de la plateforme en fonction du client qu'on aura en face de nous. Passe au slide suivant. Pascal, tu as votre conclusion par rapport à ça? Je pense que non, je pense que là, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de passer avec Romuald à une illustration, parce que là, c'est pas mal de concepts. Donc, l'idée, c'est pas de vous faire une démonstration de la solution Compliance for Business. Il faut savoir que notre solution Compliance for Business, elle a été sortie, il y a déjà une première version il y a quelques années pour des entreprises qui l'ont achetée et qui en étaient satisfaites. Mais on a des grands comptes qui nous ont demandé de les accompagner encore plus. Donc, on vient de sortir une nouvelle version encore plus évoluée pour des très grandes organisations qui répond à cette simplification, à cette volonté de simplifier ce due diligence. Donc, je vous propose de découvrir en illustration comment la digitalisation peut aider effectivement le processus de due diligence avec Romuald.
Ici, on va présenter voilà, notre plateforme et comment on va pouvoir digitaliser finalement votre besoin d'évaluation des tiers. Donc, ça va commencer dans un premier temps déjà par identifier ce tiers, qu'il soit domicilié en France ou à l'international. Vous aurez bien entendu la possibilité d'aller rechercher un tiers où qu'il soit. Donc, cette recherche, elle va se faire de plusieurs façons. Hein. Ça peut être par raison sociale, qui va être la méthodologie la plus simple, sur lequel vous aurez un résultat, par contre, qui sera non exhaustif, mais volontaire, puisque vous pourrez retrouver votre tiers, donc votre cible, mais également des filiales, des franchises de ce tiers. À côté de ça, vous aurez bien entendu la possibilité de rechercher par identifiant interne, local, donc propre au pays, qui pourrait être, par exemple, en tout cas pour les pays européens, le numéro de TVA intracommunautaire, par exemple. La seconde étape, une fois que vous avez identifié votre tiers, ça va être de créer cette évaluation. Et donc, c'est là où nous allons apporter vraiment toute notre expérience, comme on l'a vu au préalable. Ça va être de vous pousser, de vous proposer quelque chose qui corresponde à votre besoin, à votre organisation, et aussi, plus important, au niveau de connaissance des utilisateurs. C'est pour ça qu'ici, on va retrouver une évaluation qui va reprendre des points spécifiques, qu'on va appeler des facteurs de risque, qui vont être propres à chacun de nos clients. C'est ce qu'on disait au préalable, c'est vraiment d'identifier le besoin de chacun de nos clients et de pouvoir pousser finalement un score de risque qui soit cohérent avec les attentes de nos clients. Ici, par exemple, on va retrouver la localisation géographique, la structure juridique et bien entendu le risque de probité, d'intégrité. La seconde étape, ça va être notamment d'évaluer ce risque au travers de ce qu'on va appeler donc, la remédiation spécifique aux correspondances sur les listes sensibles. Donc, les listes sensibles, comme on l'a dit, ça va être tout ce qui va être les personnes politiquement exposées, tout ce qui sera les sanctions en cours, tout ce qui va être de l'adverse média qui peut porter sur le risque de blanchiment, de financement du terrorisme, de corruption, et j'en passe. Et donc, la seconde étape, ça va être de remédier cette correspondance. Correspondance, donc, où on va pouvoir identifier la personne. Ici, c'est une personne physique, ça pourrait être une personne morale qui sera votre tiers. Ça va être d'aller vérifier donc, si cette correspondance est un vrai ou un faux positif. C'est tout. Puisque nous, le risque, on l'a analysé en amont. Donc derrière ça, on va valider cette correspondance. Ici, on va indiquer que c'est un faux positif. Et ce qui va se passer, c'est que automatiquement, l'évaluation va être revue, puisque ici, si j'indique faux positif, on va finalement neutraliser le risque. Donc pour l'utilisateur, c'est extrêmement simple. Il n'aura qu'à se positionner sur cette correspondance. Et derrière, donc l'outil fera tout pour lui. On a automatisé tout le processus d'identification des risques. Et finalement, derrière, qu'est-ce qui reste? Un score global, ici, qui est neutralisé, et donc avec une prise de décision à savoir est-ce que je peux, oui ou non, poursuivre ma relation. Et donc, pour cela, je vais avoir plusieurs possibilités. Je vais indiquer si je peux poursuivre la relation sous condition ou si je l'arrête. Et voilà. Alors, je ne sais pas si les slides ont été parfaitement lisibles, j'espère, en tout cas que vous avez pu les voir. Et, alors, pas de questions pour l'instant sur le chat. Peut-être une première question de ma part. On parlait tout à l'heure de grande diversité d'informations nécessaires justement à ce dispositif de due diligence. Qu'en est-il des sources, en tous les cas, des informations proposées par Elisphère? Alors, au niveau des sources d'informations, elles sont vraiment, je dirais, totales. Ça va dépendre de ce qu'on va rechercher. Nous, dans la plateforme, on va proposer déjà différents indicateurs qui seront propres à chaque client. Ça va dépendre de ce que notre client va souhaiter identifier et analyser comme risque. Est-ce que ça sera essentiellement des risques de type géographique? Et dans ce cas-là, on pourra pousser des indicateurs comme les listes sensibles du GAFI, liste grise ou liste noire, ou alors le score du Transparency International. Est-ce que ça va être plutôt des risques de probité, donc qui est vraiment, on va dire, sur, en tout cas, notre client assujetti sapin 2, qui est vraiment ce qu'il souhaite obtenir? Et donc, oui, on va pouvoir pousser différents indicateurs qui seront d'identification de crimes financiers, de fraude, de risques de corruption, avec donc
des enquêtes en cours ou alors des condamnations. Derrière ça, effectivement, et comme M. Goupillot l'a souligné, on a un partenariat avec Acuris, qui, eux, va s'occuper de nous pousser et de pousser à nos clients toutes les informations identifiées à travers le monde, notamment sur les listes de sanctions, de réputation, donc, gouvernementales ou alors provenant des cellules de renseignement financier, des régulateurs, des superviseurs, et derrière d'avoir une analyse également sur tout ce qui va être risque de réputation d'exposition, en allant analyser donc, les informations sur des tiers, donc disponibles aussi bien sur Internet qu'au travers d'enquêtes. Dans le cadre de la connaissance de leurs tiers, les entreprises ont souvent énormément d'informations sur leurs partenaires commerciaux. Est-ce qu'on peut mixer ces informations avec celles qui viennent des listeurs? Oui, tout à fait. C'est possible d'ajouter dans la plateforme ces informations. Il y a deux possibilités. Et ça, au travers de nos clients, donc, on le remarque. C'est d'une part d'apporter ces informations en complément dans la plateforme, ou alors, comme c'est le cas assez régulièrement, on nous demande d'être cohérent entre ce qui a été identifié et ce qu'ils souhaitent donc identifier dans notre plateforme. C'est finalement, est-ce qu'il y a une cohérence entre le risque que eux ont identifié et le risque que nous, on est en mesure d'apporter avec des informations complémentaires. Et c'est effectivement ce qu'on essaye d'appliquer avec un paramétrage spécifique propre à chacun de nos clients. Une question d'une participante. D'après ma compréhension, l'évaluation est faite en amont dans votre outil. Par contre, comment cela se passe-t-il si on ne trouve pas le tiers dans votre outil? Alors, au niveau de l'identification du tiers, pour la France, très honnêtement, la base est complète. Donc c'est vrai qu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de retour d'un de nos clients sur un tiers français qui n'aurait pas été identifié. Sur l'international, c'est possible. Cela peut arriver qu'un tiers ne soit pas encore référencé dans notre base de données. Mais pour cela, il est tout à fait possible de créer une fiche avec les informations dont dispose donc, le client. Et à partir de là, une enquête sera effectuée pour aller identifier ce client, ses informations donc, au niveau de la chaîne actionnariale, aussi bien actionnaire, bénéficiaire effectif que la fiche d'entreprise. Alors, autre question d'une participante. Bonjour, est-ce une interdiction de gérer est intégrée dans l'évaluation du tiers et pose un problème de conformité? J'ai un peu de mal à comprendre la question. Moi aussi. Est-ce qu'une interdiction de gérer Est-ce qu'une interdiction l'interdiction de gérer, je pense, pour un dirigeant? Peut-être. Non. Ah oui, oui, tout à fait. Les dirigeants interdits de gestion, effectivement, sont des informations qu'on est en mesure de faire remonter. Ça fait partie du paramétrage de la plateforme au moment où on va la mettre en place avec vous. On va vous pousser des solutions. Les dirigeants interdits de gestion, c'est quelque chose qu'on peut vous pousser, mais finalement qui n'est demandé que par l'UCBA. Donc ici, on parle davantage de réglementation anglaise, donc du Royaume-Uni, où cette information doit être poussée et remontée. Donc en France, elle n'est pas obligatoire, mais on est en mesure de vous la fournir tout de même. Autre question, cet outil est-il adapté à une clientèle 100% française, donc pas de risque géopolitique, etc., et composé essentiellement de petits artisans? Donc il y a deux questions en ligne. Alors, la première question, c'est, on pourrait croire qu'il n'y a pas de risque géopolitique. Maintenant, la clientèle 100% française, ce qu'il faut voir, c'est derrière, on est en mesure d'aller plus loin dans l'analyse. Si on se réfère justement aux recommandations de la part, la profondeur d'analyse doit être cohérente avec le risque que vous aurez identifié au travers de la cartographie des risques. Donc, si vraiment on reste très succinct, effectivement, vous n'identifierez pas de risque. Ce que nous, on peut vous apporter, c'est une connaissance approfondie, avec notamment l'identification de la chaîne actionnariale. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir parfois des surprises, puisque vous pourrez retrouver des actionnaires qui, eux, seront domiciliés dans des pays dits à risque, que ce soit d'un point de vue du GAFI ou que ce soit d'un point de vue donc, du Transparency International sur le risque de corruption des agents publics. Donc finalement, sur la France, ça va vraiment dépendre de la profondeur d'analyse et donc de ce qu'on va pouvoir identifier. Donc il n'y a pas forcément de risque zéro. La deuxième partie, quel était ? La deuxième partie de la question, est-ce que la cible est composée essentiellement de petits artisans? Alors, les artisans, par définition, ce sont eux-mêmes les bénéficiaires effectifs. Donc, en termes d'analyse de risque, on sera plutôt sur du screening, criblage de la personne physique, qui est l'artisan lui-même.
et qui est donc par définition bénéficiaire effectif, puisqu'il est le seul. Par contre, effectivement, on a des PME où là, on peut aller identifier les bénéficiaires effectifs s'ils n'ont pas été déclarés auprès du registre, et on a donc dans ce cas-là les grandes entreprises. Donc ça dépend vraiment. Mais oui, en tout cas, si on parle des petits artisans, c'est quelque chose qu'on peut identifier. Mais ici, vraiment, la valeur ajoutée, c'est plutôt une connaissance approfondie de la chaîne actionnariale qu'on peut apporter. Après, j'ai pas bien compris la question, parce que cet outil est vraiment adapté à une clientèle 100% française. En fait, notre outil, actuellement, il est utilisé par des grands groupes, qui sont des grands groupes et qui sont des grandes entreprises et qui travaillent avec des fournisseurs qui sont en France et à l'étranger. Et donc, par rapport à ce qu'on disait, on a 230 millions, je crois, d'entreprises dans le monde qui sont référencées. Et donc, nos clients l'utilisent, ce sont des entreprises françaises, mais qui l'utilisent pour, bien sûr, faire du KYB au niveau international. Alors, une autre question qui correspond à la personnalisation des besoins. Est-il possible de caractériser les fournisseurs par catégorie dans votre solution et d'orienter ensuite les évaluations? Par exemple, on ne demandera pas les mêmes critères d'évaluation à une grande entreprise qu'à une PME. Oui, encore une fois, c'est tout l'avantage de notre plateforme. Et comme on vous l'a dit au préalable, c'est de pouvoir l'adapter à votre besoin. Donc, on pourra adapter l'évaluation, que ce soit au niveau du type de relation, un client, un fournisseur, un partenaire, un prestataire, un mécène. On pourra l'adapter également ensuite au niveau du risque évalué chez vous. Est-ce que vous l'avez identifié dans votre cartographie des risques comme un risque faible, modéré ou élevé? Et par rapport à ça, on pourra adapter des évaluations propres à chaque niveau de risque ou à chaque typologie de relation. Question intéressante sur la surveillance. Lorsque l'on a évalué un tiers via votre plateforme, cela garde-t-il un historique? Et si oui, si le risque venait à évoluer, a-t-on une alerte automatique? Oui. Là, vraiment, l'objectif, c'est parfaitement conforme aux recommandations de l'AFA. Donc, vous aurez un historique, donc un audit disponible dans la plateforme, mais également au travers d'un rapport qu'on vous mettra à disposition qui doit être présentable auprès donc, de l'AFA en cas de contrôle. Et derrière ça, ce qu'on va vous proposer, c'est également un monitoring qui peut être quotidien, qui peut être hebdomadaire, mensuel, semestriel ou annuel, des listes sensibles, donc effectivement pour identifier toute nouvelle correspondance qui interviendrait d'ici un mois, 2 mois ou même un an, mais également toute évolution au sein donc, du tiers que vous allez vouloir analyser, que ce soit sur le départ ou l'arrivée d'un nouveau dirigeant ou d'un bénéficiaire effectif. Donc oui, il y a de la mise sous surveillance, monitoring. Et en plus, on vient de développer une fonctionnalité qui est très intéressante à la demande de nos clients, qui est l'archivage des archivages, avec la possibilité, une fois, de archiver certaines évaluations. Une question sur la typologie de tiers concernés par l'évaluation. Est-ce que ça concerne que les fournisseurs, également les clients, tout type de tiers? C'est tout type de tiers. Oui. On adapte la plateforme en fonction du besoin. Et on a des types d'évaluation en fonction, effectivement, des types de GTR et des segments. Une autre question qui est en train d'arriver, elle n'est pas encore visible. Oui, alors les serveurs. Alors les serveurs, ils sont, oui. Oui, peut-on plugger votre solution à n'importe quel CRM? Oui, tout à fait. Par contre, il faut avoir conscience que même si on va plugger la solution, il faudra tout de même, quoi qu'il arrive, si c'est le sens de la question, vous connecter à la plateforme, notamment pour le traitement des correspondances. Donc, vous aurez bien la remontée des informations, oui. Par contre, s'il y a correspondance, vous serez tout de même obligé, et c'est l'objectif, de vous connecter à la plateforme pour aller vérifier ces correspondances et pour les traiter, pour vous assurer déjà qu'il s'agit d'un vrai ou d'un faux positif. Donc, les serveurs de l'outil, oui, ils sont localisés en France. En France, même. Alors, la remédiation, il y a 2 sens à la remédiation. Il y a le sens hémisphère et le sens global. La remédiation, d'un point de vue global, c'est d'aller traiter tout risque identifié, qu'il soit avéré ou non. C'est ça la remédiation. Au niveau de la plateforme, et au niveau justement de l'évaluation des tiers, la remédiation portera donc sur le traitement du risque de correspondance sur les listes sensibles. C'est donc, vous allez prendre un tiers, personne morale ou personne physique, vous allez vérifier si celui-ci est présent, peut-être des faits de corruption, de blanchiment, de financement du terrorisme, et vous allez avoir un retour. C'est ce retour que vous allez traiter, et c'est ce qu'on appelle donc une remédiation. Je vais traiter mon risque identifié. Notre question, avez-vous en complément un module de screening pour les fournisseurs ou individus soumis à liste de sanctions? Oui, c'est inclus dedans.
Maintenant, au niveau de l'agencement de la plateforme et de la remontée des informations, c'est paramétrable si vous souhaitez mettre notamment des informations sur les sanctions en exergue. Ou alors, on peut le mettre au travers d'une liste plus globale. Mais en tout cas, oui, il y a bien un module de screening pour les fournisseurs, même pour les clients, pour tout type de relations, individus ou personnes morales, qui seraient sous sanction. Bien, il y a une autre question qui arrive, pas encore visible. Elle est là. Pouvez-vous nous donner une idée du coût de mise en place de votre solution et du coût récurrent annuel? Peut-on avoir plusieurs utilisateurs? Alors, pour le coup, effectivement, dans ce cas-là, ça serait au travers peut-être d'un rendez-vous et ce serait avec plaisir. En tout cas, pour les utilisateurs, il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs. Et ce qu'il faut bien comprendre dans notre plateforme, c'est que justement, on peut vraiment intégrer un nombre d'utilisateurs, je ne dirais pas infini, mais en tout cas, on est déjà monté jusqu'à peu près 250 utilisateurs. On peut même les organiser, donc après, par équipe. On peut les organiser par entité. Donc, en tout cas, en termes d'utilisateurs, nous n'avons pas de limite à l'intégration dans la plateforme. On peut les organiser tels que vous êtes organisé au sein de votre société. Et encore une fois, donc pour le coup, ça serait au travers d'un échange avec plaisir. On peut dire qu'on a 3 niveaux d'offres quand même, qui est l'offre starter, l'offre standard et l'offre Teams pour les grands groupes. Oui. Que le tarif est lié au nombre de licences, donc licence utilisateur et administrateur, on a 2 types de licences, et de nombre de tiers aussi qu'on embarque, et de la profondeur de data qu'on met, puisqu'on a aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les bénéficiaires effectifs qui peuvent représenter aussi un prix pour avoir une profondeur d'information, comme le recommande la FAS, sur des risques élevés. Voilà, donc il y a un tarif qui est récurrent effectivement annuel, et puis on a des frais de setup, puisque des frais d'initialisation. Ce qu'explique Romuald, c'est beaucoup de paramétrage au départ pour faire en sorte justement que pour l'utilisateur ce soit le plus simple possible. Voilà. Donc la charge, elle est plutôt mise en amont avec nous dans le logiciel plutôt qu'après, pour que les utilisateurs en aient le minimum à faire et qu'ils soient bien cadrés. On parle des utilisateurs, mais vous le précisiez au début, les projets de conformité sont des projets d'entreprise. Donc, on rencontre les utilisateurs, mais pas seulement, les décideurs, les dirigeants, tout le monde est embarqué dans le projet. C'est tout à fait vrai. On démarre souvent avec un premier contact et on finit par un groupe projet. Là, j'étais avec un CFO vendredi, on échangeait, elle me disait qu'effectivement, elle allait élargir le projet d'évaluation des tiers à la RSE et aussi à devoir de vigilance. Et voilà, donc il y a souvent, c'est vraiment un projet de transformation. Alors justement, vous parliez de RSE. Une autre question, couvrez-vous d'autres domaines en lien avec la RSE, par exemple, un module en lien avec l'empreinte carbone, même si ce n'est pas le sujet du jour? Alors aujourd'hui, sur la RSE, on a un partenariat avec EcoVadis et c'est notre façon de répondre à la RSE pour intégrer des données justement sur la RSE. On travaille actuellement sur une offre devoir de vigilance, mais on y travaille pour la fin de l'année. Donc ça, c'est notre proposition de valeur. Voilà. Sinon, on n'a pas de module en lien avec l'empreinte carbone à ce jour. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Okay. Monsieur Dudek, Monsieur Goupillot, un mot de la fin peut-être? Non, tout est dit. Un mot de la fin, c'est que moi, je me tiens à votre entière disposition si vous souhaitez davantage d'informations. En tout cas, même pour échanger sur en tout cas, les recommandations Sapin 2, parce que c'est un sujet assez important qui parfois a un peu de mal à les comprendre. Donc, on est toujours présent pour accompagner sur la compréhension, en tout cas, du besoin de la solution à mettre en place, mais surtout de comment ça doit être fait pour être parfaitement conforme. Sachant que ces réglementations, finalement, ne concernent pas que les assujettis. Et donc vraiment, ce sera avec un grand plaisir. J'ai vu qu'il y en avait un sur 2 qui était équipé d'une solution déjà digitale. Donc, si vous avez envie de la comparer à notre solution qui vient de sortir, c'est avec grand plaisir qu'un de nos ingénieurs avant-vente ira vous présenter notre solution. Vous pourrez ainsi comparer vous-même. Voilà. Bien, merci à toutes et à tous pour votre participation. Bien, comme le rappelait Romuald Dudek, nous restons à votre disposition pour toute question. Le replay va vous être adressé donc à la suite de ce webinaire. Et puis, d'autres informations aussi vous seront communiquées par notre business line conformité. Très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Très bonne journée. Merci. Au revoir.